Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, la brocante du relais Petite Enfance, suivi d'un salon à la MFR et une visite au musée. Nous assisterons à l'Assemblée générale de l'Harmonie et à la présentation d'une matinée sportive. Et pour terminer, les archives de Beffrovision, suivi des brèves de la semaine. La brocante organisée par le relais Petite Enfance a connu un réel succès. Voyons ce que proposent les brocanteurs. Alors ce dimanche 16 avril, nous sommes installés dans la rue du relais Petite Enfance, donc rue Auguste Sédou, pour notre brocante puériculture et jeux jouets pour enfants. Donc on a aujourd'hui 30 exposants différents qui vendent leur matériel. Donc voilà, pour acheter du seconde main de qualité et souvent en très bon état. Ça permet de faire revivre des jouets qui ne sortent plus forcément des placards. Et il y a aussi d'autres animations. Tout à fait, on en a profité pour installer dans la cour du relais Petite Enfance des jeux pour une kermesse pour les enfants. Donc ça permet voilà, aux enfants qui se baladent avec les parents d'avoir un petit temps qui leur est consacré également. Il y a toboggan, jeux de double géant, fresques à la craie, structures gonflables. Voilà, c'est vraiment varié, pêche au canard. On a essayé d'en mettre pour tous les goûts. Et puis on propose aussi une petite restauration. On prépare des sandwichs, on a réalisé des crêpes et puis des boissons chaudes, du café, du thé, du jus de fruits qui vient des vergers telliers également. Voilà, on a essayé de diversifier la proposition. Et tombola aussi, j'ai cru voir. Oui, effectivement, on a prévu des enveloppes, donc les enveloppes sont toutes gagnantes, et puis ensuite on fait une vente de tickets de tombola qui permettront de gagner 4 entrées au bowling de Caudry, un bon de 20 € à la pâtisserie Jacquin, anciennement Osdé, 4 bons de 5 € à la ferme du Val-Vermont à Saint-Martin-Rivière. On aura également 2 paniers garnis non alimentaires, un plutôt axé cuisine et un plutôt axé accueil arrivée d'un enfant, bébé on va dire, et puis aussi un cuiseur vapeur. Donc voilà, plein de lots à gagner sur cette tombola qui sera tirée cet après-midi d'ailleurs. Bon, on va revenir sur les fondamentaux. Alors, rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce que le relais Petite Enfance? Alors, le relais Petite Enfance est un lieu d'accueil pour les assistantes maternelles, donc qui propose des ateliers d'éveil aux assistantes maternelles qui ont des enfants en accueil chez elles. Mais c'est également un lieu d'accueil pour les parents, puisqu'on propose des ateliers parents-enfants qui sont à destination de tous les parents qui le souhaitent. Et puis, le relais Petite Enfance, c'est également un lieu d'information, puisque on renseigne les parents qui sont à la recherche d'un mode de garde ou les parents qui embauchent une asthmate et qui ont besoin de renseignements pour effectuer le contrat. Le salon de la formation du sport, organisé par et la maison familiale rurale du Cateau, a permis à de nombreux participants de découvrir les diverses formations sportives dispensées sur place. Écoutons les explications. Donc bonjour, je suis Sarah Delpezo, je suis en apprentissage à la maison familiale du Cateau et donc je suis étudiante en communication événementielle.
Julien Provenzano, responsable du pôle sport ici à la maison familiale de Locato. Éric Lefebvre, coordonnateur de formation pour le BPGEPS, activité physique pour tous. Alors expliquez-nous que se passe-t-il ce matin et même cette journée ici? Donc aujourd'hui, c'est le salon des formations du sport. Nous avons organisé cette journée pour présenter nos formations ici à la MFR. Donc nous avons le BPGEPS Activité physique pour tous, le BPGEPS Activité équestre et le titre animateur d'équitation. Voilà, donc la journée a pour but de promouvoir et de faire connaître du coup nos formations au sein de la MFR. On va demander à ces messieurs de nous expliquer un petit peu leur parcours ici et leur rôle. Alors, la formation déjà BPGEPS APT, Activité physique pour tous, c'est surtout se destiner à des gens qui veulent être éducateurs sportifs multidisciplines. C'est-à-dire, on n'est pas dans du spécifique. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est l'école des cascadeurs. Et donc, on a voulu développer un axe un petit peu éloigné de l'équestre et du monde agricole. C'est pour ça qu'il y a des éducateurs sportifs multitâches. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de former les éducateurs, des promos de 20 personnes chaque année. Alors, comment se déroule la formation ? Alors, cette formation se déroule en apprentissage, avec une alternance, 640 heures chez nous, en cours, théorique et pratique, et 987 heures en entreprise, avec un maître de stage qui suit les apprentis tout au long de leur parcours de formation. Et ce qui aboutit à un diplôme bien spécifique. Oui, le diplôme, c'est délivré par le ministère des Sports, donc c'est un brevet professionnel, un titre de niveau 4, qui donne accès à un diplôme qui permet de travailler aussitôt le diplôme obtenu. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu donc mon rôle ici au sein de la structure. Donc moi, je suis plutôt sur l'organisation et l'organisation précise des 3 diplômes. C'est-à-dire que mon but, c'est de leur rendre un petit peu la vie un peu plus facile. C'est-à-dire que leur donner le pouvoir et les moyens d'organiser leur formation dans les meilleures conditions possibles. Donc pour ça, on questionne un petit peu le terrain, on essaye de trouver de nombreux partenaires. Eric fait une grosse démarche de recherche sur tout ce qui est public, parce qu'il faut savoir que ces formations-là, le but c'est d'avoir un maximum de public pour que nos jeunes et futurs éducateurs sportifs puissent encadrer. Donc par le biais de cette vidéo, si jamais des structures avec du public sont volontaires, on peut très bien se déplacer et faire aussi des initiations. Ça permet à nous, nos futurs éducateurs, de s'entraîner. Donc quels sont les atouts de vos filières ? L'atout de la filière, principale, c'est être en lien direct avec la demande du terrain. Je pense que là, on a vraiment mis en place un diplôme. Je parle surtout pour toi, Eric, ce que tu as fait sur le BPGEPS APT, c'est qui correspond à la demande du territoire. Donc former des éducateurs sportifs dans le milieu associatif qu'il y a dans le coin, dans les structures qui jouent le jeu aussi, ne serait-ce que sur les clubs de foot, clubs de judo qui répondent aussi présents, clubs de basket, nous permet un petit peu de rayonner et de développer cette formation. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter de précis ou... Voilà. Oh oui. En ce qui concerne, je vais dire le diplôme d'animateur équestre et le BPGEPS animateur d'équitation, éducateur activité équestre. Là, on est plutôt sur une continuité par rapport au bac professionnel qu'on a ici. Donc l'idée, c'est que les jeunes puissent en 5 ans avoir 3 diplômes. Donc ça a vraiment été une force ici au sein de la maison. On les pousse à faire ça. On a aussi un réseau qui est derrière nous. Beaucoup de retours sur toutes les formations où les tuteurs veulent renouveler cette expérience et reprendre des apprentis chez nous tous les ans. Bonjour, moi je m'appelle Hugo Biodel, donc j'ai 23 ans, je suis diplômé éducateur sportif. Donc j'ai passé mon BPGEPS APT au sein de la MFR du Cateau. Donc on passait beaucoup de temps dans cette salle-là. Il y a beaucoup de sports qu'on pouvait faire, notamment pas mal d'interventions sur les sports innovants. Donc par exemple ici le pool-ball qui n'existait pas il y a encore quelques années et donc qui passe très bien par exemple avec les élèves des écoles primaires, etc. C'est quelque chose qu'on a découvert et qui nous a plu, qu'on a mis en place dans les écoles. Donc le pool-ball, là-bas on a le tchouk-ball, donc c'est pareil avec des trampolines que je ne connaissais pas du tout.
Ici, dans la grande salle, on a pu faire pas mal de cours collectifs. Donc la salle est équipée d'enceintes, donc ce qui est quand même un gros plus pour mettre la musique pour les cours collectifs, pour l'ambiance, pour le dynamisme, exactement. On a fait beaucoup aussi de jeux ludiques, tout simples, avec tous les modules qu'on peut voir derrière moi. On a fait du capture de drapeau avec 2 équipes. On a fait énormément de choses, des parcours de motricité qui ont beaucoup aussi servi pour les écoles primaires et même avec le public en situation de handicap, puisqu'on est intervenu dans un IME. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait l'activité gymnique avec du public de seconde. On a fait oui, pas mal de sports innovants, de la marche nordique. Ici, on a passé le diplôme d'initiateur de marche nordique. On a fait du tir à l'arc, canoë. On est allé sur différentes structures. On s'est rendu, ne serait-ce que pour nous pratiquer, mais aussi pour faire pratiquer, pour mettre en place les théories qu'on avait vues avant. Donc voilà, un peu toutes les infrastructures, tout ce qui est possible de faire dans le diplôme de BPGEPS APT ici. Donc c'est vraiment une formation complète et puis on s'éclate à adapter ce qu'on veut. On peut faire n'importe quel sport pour n'importe quel public du moment qu'il est bien adapté et sécurisé. Parce qu'ici, il n'y a pas que cette salle. Non, il n'y a pas que cette salle. Il y a donc cette salle, il y a un dojo à côté. Il y a une grande salle où on peut pratiquer le badminton plus bas. Il y a un city, il y a un grand espace vert pour pratiquer la marche nordique, le VTT, etc. Il y a un mur d'escalade aussi. Il y a un mur d'escalade aussi, oui, je l'avais oublié. La salle de muscu qu'on a accès aussi les midis pour se développer en plus de l'entretien corporel que l'on pratique. Et donc voilà. Eh bien, merci. Merci à vous. Le musée Matisse a organisé une visite guidée, décalée et inclusive, créée par des comédiens en situation de handicap. Cette visite théâtralisée pose un nouveau regard sur les collections. Voyons de quoi il en retourne. Bienvenue à la visite décalée du musée Matisse par le Théâtre du Cristal. Suivez le guide. Et tout d'abord, allons voir Maman Rose. Vous allez voir, c'est magnifique. Par ici. Par ici. Venez. Le musée Matisse accompagne depuis plus de 20 ans maintenant les publics en situation de handicap, les publics empêchés. Et dans le cadre de son label Tourisme et Handicap, c'est un label qui accompagne le musée pour recevoir l'ensemble des publics en situation de handicap. Et dans ce cadre, pour célébrer cette labellisation, nous organisons donc une journée festive qui a été donc financée par la Société Générale Crédit du Nord, qui sont donc des actions qui sont menées à destination des publics en situation de handicap. Donc nous avons pendant toute l'année réalisé des ateliers avec des jeunes de l'Institut médico-éducatif du Cateau, mais aussi de l'ADAPT de Cambrai, des Papillons Blancs. Donc nous avons une médiatrice qui les reçoit régulièrement dans leur mur ou au musée pour des réalisations. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était de recevoir une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie de théâtre du Cristal, qui vient de Paris, qui a notamment travaillé pour le musée d'art moderne de la ville de Paris, le quai Branly, le château de Versailles. Et pour la première fois, elle sortait de sa zone géographique parisienne pour nous proposer donc un spectacle qui a été créé spécifiquement pour le lieu à partir des collections et des œuvres qui étaient des coups de cœur pour les 9 comédiens de cette compagnie. Alors il faut savoir que les 9 comédiens de la compagnie du Cristal de Paris sont tous atteints d'une déficience psychique, moteur, et ce sont donc des comédiens professionnels, c'est-à-dire qu'on peut être un acteur professionnel et avoir une situation de handicap. Donc ils sont venus dans un premier temps pour repérer les lieux, pour voir quelles étaient leurs œuvres coup de cœur. Et à partir de ces œuvres, ils nous ont proposé une visite décalée qui a été présentée
ce matin donc de 10h30 à 11h30 pour le public en situation de handicap de l'IME du Cateau, de l'ADAPT de Cambrai, des Papillons Blancs. Et cet après-midi, donc, nous l'avions ouvert à tous les publics. Donc, nous avions des publics venus de séjours de personnes qui étaient en situation de handicap moteur et du public visiteur, lambda. Et donc, nous avons eu la chance de partager un vrai moment humoristique, décalé, avec l'ensemble de ce public. Donc voilà, nous remercions infiniment donc, les soutiens, les financeurs, et puis cette compagnie qui nous a fait confiance, et l'ensemble des comédiens qui nous a proposé une offre de très grande qualité. Elle est trop affairée à sa tâche de tous les jours. Je le vois à ses mains sèches et fermes comme des rectangles de bois, à son visage déterminé. Mais je reste inexistant. Moi, son fils, elle, ma maman Rose. Alors c'est une visite décalée, c'est un concept qu'on a inventé il y a quelques années déjà et qui marche assez bien, enfin qui fait florès parce que on prend les œuvres d'un musée. La compagnie qui est composée de personnes en situation de handicap a un regard très particulier, très décalé comme son nom l'indique, sur les œuvres et du coup permet d'avoir un regard à la fois qui parle vraiment de l'œuvre, mais pas du tout sur une veine d'histoire de l'art, plutôt sur un regard proche de la sensibilité, de l'émotion et qui permet d'aller, je pense, plus en profondeur dans l'œuvre. Alors, en fait, on a visité le musée avec une médiatrice culturelle et c'était le choix des comédiens qui ont chacun écrit le texte qu'ils souhaitaient. Alors, en fait, le choix s'est porté très naturellement sur les trois œuvres, les trois artistes qui sont exposés au musée actuellement, c'est-à-dire Herbin, Giacometti et Matisse. Ouais, ce qui est toujours surprenant, c'est que chaque comédien a vraiment sa vision tellement personnelle que ça donne des résultats tout à fait étonnants. Ça peut être à la fois faire parler le peintre, faire parler un des personnages du tableau, raconter une histoire à propos des personnages qui sont peints dans le tableau. Voilà, et à chaque fois, ça soulève, je crois, profondément ce que l'artiste a mis comme sentiment, comme émotion à l'intérieur, même parfois de façon inconsciente. Je crois que le public retrouve, pour ceux qui connaissent ces tableaux, ça donne des nouvelles ouvertures, des nouvelles grilles de lecture possibles. Et pour ceux qui les découvrent, d'un seul coup, alors ça crée un espèce d'effet d'inattendu où on plonge dans une interprétation possible du tableau. En tout cas, à chaque fois, je pense que ça parle vraiment avant tout à la sensibilité du spectateur, plus qu'à son intelligence. Et donc, à chaque fois, on s'imprègne des œuvres. On écrit vraiment des choses très profondes que l'on ressent en voyant la toile. Et j'ai l'habitude d'écrire aussi parce que je suis comédienne, mais j'écris, je peins aussi. Donc la peinture me parle beaucoup, l'écriture. Et c'est vrai que de mettre les deux en relation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai pas fait la première visite quand mes collègues sont venus parce que j'ai été souffrante. Mais quand je suis revenue, j'ai fait une visite virtuelle et j'ai tout de suite flashé sur le vitrail d'Herbin et la joie. Et c'est vrai que ça m'a inspiré ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et aussi, j'ai choisi la tête de femme à la couronne de Picasso. Parce que j'aime beaucoup Picasso, parce qu'il a gardé une âme d'enfant et c'est important pour moi. Je trouve que c'est quelque chose de beau, quoi, de précieux. Alors mince, vive les couleurs. Ça fait du bien dans la vie, les couleurs. Alors, selon mon humeur, vous me verrez tantôt rire jaune, devenir verte, moi rouge. Mais rassurez-vous. Moi en fait j'étais sur un autre projet, donc je suis arrivée un peu vite fait, donc j'ai tout enquillé, donc ça allait, j'ai pu avoir la mémoire de tout. Et la sculpture, moi ça m'a beaucoup rappelé ma vie en fait, une partie de moi.
Donc j'ai pas pu faire abstraction à ça parce qu'en voyant ce corps très très fin, limite très très maigre, bah, moi ça m'a rappelé un peu ce que j'ai vécu parce que malheureusement dans ma vie j'ai été comme ça à un moment donné. Donc ça m'a beaucoup renvoyé ça. Et du coup elle est tellement tellement fine et fragile cette sculpture que quand les gens passent, c'est vrai ils la regardent même pas parce qu'elle est complètement effacée. Elle a beau être imposante mais en même temps elle l'est pas. J'ai l'impression qu'aussi elle se cache un petit peu et que du coup en la représentant c'est un peu en fait je parle à sa place, je la libère d'un poids qu'elle a lâché puisqu'elle a perdu beaucoup de poids et du coup c'est vrai que on a besoin de la protéger. Sauf mon nez qui est intact. Je peux donc respirer librement. Moi, ça me permet d'avoir un peu plus confiance en moi, de prendre de l'assurance. Parce que dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de mal à prendre la parole. Et sur scène, j'y arrive. Et toi ? Moi, je sais que c'est quelque chose d'intense, de jouer, parce qu'on est dans l'instant et que on est avec le public et chaque public est différent. À chaque fois, c'est autre chose, c'est une nouvelle chose qui se raconte. Et on est caché en même temps derrière un costume, un personnage, donc on n'est pas exposé tant que ça. Et c'est la relation à l'autre, aussi, qui est belle, la rencontre. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que c'est... Enfin, pour moi, personnellement, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais pour moi, c'est vital de jouer parce que c'est comme ça que j'arrive à exprimer les émotions et c'est comme ça que j'avance et que j'apprends à mieux me connaître. Donc, c'est vital. Oui, c'est quelque chose de... Oui, moi, c'est comme l'écriture et la peinture, les trois, c'est quelque chose, je suis obligée de le faire parce que sinon, je ne peux pas survivre, je ne peux pas vivre, je peux pas... Non, c'est quelque chose qui est en moi, La campagne était si belle. Les maisons étaient jaunes, bleues, rouges et oranges. Comme dans un dessin animé. C'était le temps du rêve. Je jouais avec les petites filles de la voisine Germaine. L'église était le centre de la ville. Majestueuse et belle. C'est ding ding dong, était le plus beau moment de la journée. Tous les dimanches de l'été, il y avait le barbecue familial sur les terrasses. À chaque coin de rue, je retrouvais Madame Moreau, la boulangère, Monsieur Lefebvre, le boucher, et Dolores, la bibliothécaire. L'harmonie municipale du Cateau a tenu son assemblée générale en présence de son président Joseph Modarelli et du chef Pascal Leprêtre. Au programme, renouvellement des manifestations traditionnelles, des concerts et recherche de nouveautés en la matière. Suivons cette assemblée. Alors, nous sommes dans une salle. Qu'est-ce que ça représente cette salle déjà ? C'est la salle de l'Ose Bleue, c'est la salle où ont lieu les répétitions de l'harmonie toutes les semaines, où on fait de la musique, où les gens viennent pour exprimer le plaisir de jouer d'un instrument. Voilà, donc répétition tous les mardis soirs à 20h30, sous la houlette du chef Pascal Leprêtre. Et donc cette salle, elle est dédiée spécifiquement à l'harmonie et à la castellane pour les répétitions. Donc c'est une salle agréable. Je pense que les musiciens sont heureux de la fréquenter toutes les semaines pour préparer des beaux concerts. Alors donc nous sommes venus pour voir un concert ou bien pour voir des répétitions. Là, ce soir, vous n'êtes pas venu pour un concert et je remercie Beffravision d'être toujours présent lors de notre assemblée générale, puisque nous sommes une association loi 1901, même c'est une harmonie municipale mais associative. Donc, assemblée générale, comme toute association doit en faire une, donc avec un bilan moral, bilan des activités, bilan financier, bien entendu. Donc, en ce qui nous concerne, bilan
le bilan moral de l'année, c'est que on sort de 2 années de Covid qui ont été très très compliquées. Il a fallu un peu relancer la mécanique au niveau de la musique, au niveau de l'assiduité aux répétitions, et je pense que le directeur vous en parlera également. Voilà, donc la volonté, c'est toujours de faire de la belle musique, d'avoir une harmonie municipale dynamique à Leucateau-Cambrésis. Il faut se mobiliser, il faut que l'on trouve de nouveaux comment dirais-je, arguments, de nouvelles choses à proposer pour réattirer des musiciens qui, pour X raisons, ne viennent plus ou ne peuvent plus venir. Et c'est vrai que le Covid a fait beaucoup de dégâts. Hein, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Mais voilà, donc on a un bilan positif parce que le noyau dur de l'harmonie est toujours présent. On assume toujours des concerts. Les festivités, qu'elles soient patriotiques ou autres, sont toujours assumées par l'harmonie. Donc cette année 2022, concert de Noël, concert au théâtre, participation au défilé de la Saint-Mathieu, et puis participation au concert aussi avec d'autres associations, en l'occurrence celle du Conoa. Nous avons des projets similaires pour 2023. Les mêmes quasiment que ceux de 2022. On va y apporter quelques touches un petit peu particulières justement de façon à réattirer un public à travers peut-être la venue d'une chorale ukrainienne au mois d'octobre si c'est possible, parce que c'est compliqué avec cette population, avec tous les problèmes qu'ils ont, mais voilà. Donc c'est un projet de concert avec Viely. Et puis aussi un projet de concert qu'on faisait habituellement au mois d'octobre, concert d'automne. Cette année, on va essayer de conjuguer nos talents et de participation dans le cadre de la Semaine Bleue. Donc finir le cadre de la Semaine Bleue avec un concert donné par la municipale, voilà, pour essayer justement de réattirer un nouveau public. Donc nous allons passer à monsieur le directeur. Oui, monsieur. Voilà. Bon, monsieur le prêtre, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que prévoit l'harmonie pour le futur? Je crois que notre président, Joseph Monarelli, a bien présenté la chose, quoi. Il a bien argumenté, tout a été dit. Tout ce que je peux rajouter, c'est que si comme le disait Joseph, des gens qui font de la musique entendent ce message, vous pouvez bien sûr venir nous voir tous les mardis. On n'en a pas à 20h30, mais à 20h. De 20h à 21h30, nous répétons. Donc si quelques-uns d'entre vous qui regardez ce message jouent de la musique, c'est avec plaisir que nous accueillerons au sein de l'Oiseau Bleu, qui est notre salle de répétition. Alors dans les activités, qu'est-ce que vous prévoyez exactement jusqu'à la fin de l'année? Là aussi, Joseph a bien expliqué. Sainte-Cécile avec à l'abbatiale si les travaux le permettent. Noël peut-être sous une forme un peu différente cette année. Donc c'est les 2 projets principaux avec le concert d'automne, comme l'a précisé Joseph. Voilà, rien de bien particulier pour l'instant. Comme l'a dit M. Monarelli, le Covid a créé beaucoup de soucis. Donc on essaie de remonter tout doucement la pente, mais ce n'est pas toujours évident. Mais tant qu'on pourra le faire, on animera Leucateau-Cambrésis au niveau musical, comme il nous l'a demandé régulièrement. Voilà. Bien. Mais moi, je voudrais simplement remercier Pascal de façon symbolique et officielle, parce qu'il a eu quelques problèmes de santé. Donc c'est vrai que là également, ça a fait partie aussi de nos écueils de 2022, même 2023, puisque c'est en 2023 maintenant. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, sa santé s'est améliorée nettement. Et je pense que les musiciens sont heureux de retrouver un chef qui va encore leur proposer des morceaux très très difficiles à mettre en place. Et voilà, donc je voulais simplement lui souhaiter encore une santé de fer pendant de longues années au niveau de l'harmonie. Voilà, je voulais le faire devant Beffroi Vision parce que je pense que Pascal, c'est quelqu'un de discret, il agit
dans beaucoup de domaines au niveau musical, que ce soit dans les écoles, que ce soit au niveau de l'harmonie, que ce soit à l'école de musique. Et je pense que voilà, c'est un travail qui ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais je crois que de temps en temps, il faut le mettre en lumière. Donc voilà, je voulais le faire ce soir à travers Beffroi Vision et le remercier pour tout le travail qu'il a accompli, qu'il accomplira encore, malgré les petits problèmes qu'il a su surmonter avec beaucoup de courage. Alors, président et directeur, merci à vous. Merci, président. Je laisse la parole à Olivier Lécaud, président des donneurs de sang, qui vous propose une matinée sportive. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis venu aujourd'hui vous parler de la matinée sportive qui sera organisée par l'Association des donneurs de sang. Donc, d'habitude, nous appelions ça la randonnée pédestre, mais cette année, nous avons voulu changer un petit peu les choses et faire une matinée sportive. C'est-à-dire que vous pourrez soit la pratiquer en marchant, en courant, en VTT, également en marche nordique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en sport, quoi, et pas de souci. Donc c'est proposé sur 3 parcours différents, donc 3, 6 ou 11 km, principalement dans les chemins de terre, pour dire de bien pouvoir s'aérer. Donc en même temps, c'est un peu festif, donc vous pouvez venir avec votre chien si vous voulez. L'an dernier, des personnes étaient venues déguisées, on avait trouvé ça plutôt rigolo, donc vous pouvez également venir déguiser si vous voulez. Donc vous pouvez venir seul, en groupe, en famille. Je vous dis, il n'y a pas de chronométrage, c'est vraiment une matinée sportive tranquillou. Donc chacun y va à son rythme. Donc je répète, c'est en marche, en courant ou en VTT. Donc tout ça se passe à la salle de Grémont, rue des Digues à Le Cateau. Donc nous vous demandons 2,50 € d'inscription qui vous donne droit donc à une boisson et un sandwich à l'arrivée, et au départ, nous vous offrirons un café. Donc le départ se fera à 9 h et nous prendrons les inscriptions à partir de 8 h. Donc vous pouvez également vous renseigner à mon numéro de téléphone au 06 76 02 41 89. Donc encore une fois, nous vous attendons nombreux pour une matinée sportive et également festive. Donc je vous rappelle la date, c'est le dimanche 30 avril donc 2023 à Le Cateau. La Fondation Active ton souffle se donne pour but d'informer le public souffrant d'asthme et d'allergie sur la pratique d'activités sportives, physiques, adaptées et sécurisées pour leur permettre de mieux vivre leur handicap santé. Voyons le premier épisode. Asthme, allergie, aujourd'hui 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires. S'il existe des traitements efficaces, le sport reste un plus pour prendre soin de son souffle. Les explications du professeur Jesús González, pneumologue. Le sport est très important quand on est patient asthmatique, et je dirais pour 3 raisons. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas se limiter dans le sport, et si la maladie est bien contrôlée, on doit faire du sport normalement. Permettez-moi une petite anecdote personnelle. Quand j'étais jeune, j'avais un copain, il était dispensé de sport parce qu'il était asthmatique. Alors je m'en ai fait une montagne, mais en tous les cas, c'est faux. Maintenant, on ne se limite plus. Un patient asthmatique doit faire du sport, et c'est une bonne manière d'ailleurs pour lui de voir si sa maladie est équilibrée. La deuxième raison, elle est pour les raisons générales pour lesquelles on recommande de faire du sport, à savoir l'amélioration de la condition physique, cardiaque, mais on améliore aussi les muscles respiratoires. Et la troisième raison, pas très connue, c'est que si on a une crise d'asthme, si on est dans de bonnes conditions physiques, on aura une meilleure résistance, on luttera mieux en attendant son traitement de secours ou d'aller se faire traiter en urgence. Il y a 2 messages importants à passer aujourd'hui. Le premier, pour les asthmatiques, surtout ne vous limitez pas dans le sport. C'est ça qui va dire si votre maladie est équilibrée. Vous devez faire du sport au même niveau que tous les autres. Et le deuxième, c'est le même que pour la population générale. Le sport, c'est bon pour tous les organes, donc allez-y à fond. Bonjour, je suis asthmatique et j'ai du mal à respirer dès que je fais des efforts, mais j'aimerais bien me mettre au sport. Est-ce que c'est dangereux pour moi ? Alors bonjour Flore, lorsqu'on est asthmatique et qu'on est gêné quand on fait des efforts, c'est que l'asthme est mal contrôlé. Première chose à faire, retournez voir son pneumologue et vérifier que le traitement soit correct. Une fois qu'on a adapté le traitement, il y a des précautions très simples
La plus simple, c'est de prendre systématiquement 10 à 15 minutes avant de faire un effort programmé, 2 doses d'un bronchodilatateur. Et vous allez voir que vous, dans 70 à 80% des cas, vous ne ferez plus de crise d'asthme à l'occasion de l'effort. Cyclisme, running, Laurane était très sportive, jusqu'à ce qu'on lui détecte un asthme sévère en 2020, avec un impact réel sur son quotidien. Au quotidien, ça chamboule un peu tout, je dirais, parce que c'est vrai que c'était devenu compliqué de monter 3 étages. Et par rapport à ma pratique du sport, c'est vrai qu'il faut un peu tout réapprendre, il faut se réhabituer. Une pratique sportive facilitée par ces traitements, notamment le bronchodilatateur. Quand on pratique le cyclisme, on ne se rend pas toujours compte de l'effort que ça représente, notamment parce qu'on dit souvent que le vélo c'est un sport assez doux. Finalement, le traitement il permet vraiment de retrouver une partie des capacités perdues et donc permet de pratiquer correctement le sport. Mon message pour toutes celles et ceux qui souffrent d'asthme et ou d'allergie, c'est de prendre le traitement correctement. Déjà, je dirais que c'est la base parce que c'est vraiment une aide et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à retrouver nos capacités. Mais c'est surtout de persévérer et de continuer. Plus on fait du sport, plus le corps s'habitue et plus après on y prend du plaisir. Si vous souffrez de maladies respiratoires et que vous souhaitez commencer une activité physique ou sportive, rapprochez-vous de votre équipe soignante, pneumologue et médecin traitant. Et n'oubliez pas de prendre votre bronchodilatateur avant toute pratique physique ou sportive. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org. Les archives de Befrovision sont pour cette fois gustatives. Pour, en 2003, le petit-déj de l'école Matisse. Bon app! Petit-déj à l'école Matisse. Objectif, faire venir les parents à l'école. Ce matin, nous avons monté un projet, c'est faire venir les parents à l'école. Donc, on avait un petit déjeuner lecture. Donc avant les heures d'école, les parents venaient prendre un petit déjeuner et après ils vont faire la lecture avec leurs enfants. Alors qu'est-ce qu'on y trouve sur les tables ? Donc sur les tables, on a toutes sortes de pains que Monsieur Loire nous confectionne. Et cette année, nous avons fait des blinis, des pancakes, des crêpes anglaises pour faire goûter aux enfants. C'est pour dire de sensibiliser les enfants ? Surtout les parents, on voudrait essayer de faire rentrer les parents dans notre école. C'est une chose qui est très très difficile parce que beaucoup de parents me répondent positif et puis ils ne viennent pas. Donc je suis un petit peu déçue, mais on espère que l'année prochaine, parce qu'on va renouveler ça l'année prochaine, qu'on aura beaucoup plus de parents qui vont assister à nos petits déjeuners. Et je voudrais aussi faire un grand merci aux personnes de mon association qui sont venues m'aider tous les samedis. Parce que c'est vrai que c'est une chose contraignante pour eux et je leur fais un grand merci surtout. Et toi, le matin, qu'est-ce que tu déjeunes avant de venir à l'école ? Un petit pain au chocolat et du chocolat. Rien d'autre ? Pas de jus d'orange, rien ? Et là, qu'est-ce que tu as pris ce matin ? Une crêpe avec de la confiture et du chocolat. Un bol de chocolat. Après, je prends 6 tartines avec du beurre. 6 ? Des fois. Des fois. Et généralement, c'est combien ? 4 ou 5. Et non, t'aimes bien manger le matin, toi ? Ouais. C'est pour ça que j'ai pas très faim. Alors, qu'est-ce que vous lisez, là ? Milo et Fête d'Halloween. Fête Halloween. Alors, est-ce que vous lisez beaucoup ? Oui. Ça veut dire quoi, oui ? Beaucoup, pas beaucoup, moyennement beaucoup ? Beaucoup. Ouais. Alors par exemple, tu vas me lire une page. Alors, c'est bientôt Halloween et les élèves de Mubiclou se préparent à la fête. La grenouille qui avait une grande bouche. Je suis animatrice lecture pour la communauté de communes de Le Cateau, donc j'interviens dans toutes les écoles de Le Cateau, maternelle et un peu primaire, et aussi Neuvilly, Marzinguien, Saint-Souplé, et par la suite, grâce à l'agrandissement de la communauté de communes, je vais intervenir dans d'autres écoles.
Donc c'est venir dans l'école raconter des histoires aux enfants avec l'aide de parents. Donc je lance un appel, venez nombreux dans les écoles pour venir raconter des histoires aux enfants. C'est un grand plaisir et même les papiers et mamies qui sont en retraite, ils sont les bienvenus. Et maintenant, nos brèves. Samedi 29 avril à 10h, dans le cadre des rencontres conférences à la médiathèque, Monsieur et Madame Osdé, qui tenaient encore très récemment la fameuse et savoureuse pâtisserie-chocolaterie, rue Charles Sédou, viendront nous parler de leur ancien travail et de celui du chocolat. Venez nombreux saliver en méditant cette citation. 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Et dites-vous bien que la patience, c'est comme le chocolat, on n'en a jamais assez. Entrée libre et gratuite. Organisé par les Étoiles d'Argent, majorettes catésiennes, un festival réunissant plus de 200 majorettes aura lieu le dimanche 30 avril à 12h, aux Essers, salle Léo Lagrange. Entrée 2 €, gratuite pour les moins de 10 ans. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux les encourager dans leurs prestations. Une information importante. Après 2 années de Covid, les experts en ont analysé les différentes variantes. Voici le résultat de leurs différentes analyses. Le variant Travolta se donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir. Le variant SNCF arrive toujours plus tard que prévu. Le variant suisse, quels que soient les tests, reste toujours neutre. Le variant belge a été redoutable. Ça s'est toujours terminé par une mise en bière. Pour le variant bordelais, pas de souci, on a les médocs. Quant au variant chinois, il est cantonné. Le variant du Bénin est plus grave, voire dangereux. En ce qui concerne le variant italien, là, vous en prenez pour 1000 ans. Pour l'instant, le variant écossais se tient à carreau. Le variant corse s'attrape au boulot et il est transmis par les Corses. Pour le variant japonais, il y a du sushi à se faire. Le variant moscovite est un méchant virus. Le variant normand est difficile à prévoir, car peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le premier symptôme du variant breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard et la belette chanter. Enfin, le variant français est toujours d'actualité, mais il est en grève. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à bientôt.